Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Qu'est-ce que le développement? 1.1. Le concept de développement. Il existe plusieurs définitions du terme développement, mais dans les grandes lignes, il s'agit d'un processus qui permet aux êtres humains d'accroître leurs ressources personnelles, de prendre confiance en eux-mêmes et de mener une existence digne et épanouie. Pour certains, c'est un processus par lequel l'humanité réalise son destin. Le développement vise à assurer l'opulence collective, qui serait la condition de l'harmonie sociale. D'autres auteurs analysent le sous-développement en termes de conséquences d'un processus de destruction des sociétés traditionnelles. Vu sous cet aspect, il s'agit de la désarticulation économique, politique, sociale et culturelle engendrée par l'intrusion du modèle occidental dans les sociétés traditionnelles. C'est également un processus qui libère les populations de la peur du besoin et de l'exploitation, et qui fait reculer l'oppression politique, économique et sociale. C'est par le développement que l'indépendance politique acquiert son sens véritable, et c'est encore le développement qui permet à un individu ou à une société d'évoluer. Il faut pour cela une volonté manifeste d'autonomie, tant individuelle que collective. Les spécialistes admettent que le concept de développement remonte aux années 1950. Il désigne le processus de passage des sociétés traditionnelles vers l'industrialisation. Synonyme de modernisation ou d'industrialisation, le développement économique est toujours marqué par des transformations sociales significatives. Le passage de l'économie rurale à l'économie urbaine entraînant un exode rural, le déclin du nombre d'agriculteurs, l'urbanisation, la salarisation, la scolarisation et ses conséquences, déclin des cultures orales, essor d'une culture techno-scientifique, ainsi que la transition démographique qui est une phase d', évolution de la population caractéristique des pays en voie de développement, PVD. Ce terme est lié à la baisse de la mortalité, due aux politiques de santé, qui conduit dans un premier temps à une croissance démographique importante, puis à l'augmentation des niveaux de vie et ou des politiques de limitation des naissances avant d'aboutir au rétablissement de l'équilibre entre la mortalité et la natalité. Au début, on mesurait le développement par la croissance de la production, PIB, c'est-à-dire par ce que gagne en moyenne chaque habitant par an, en additionnant les salaires des plus riches et des plus pauvres et en les divisant par 2. Mais depuis 1990, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, publie chaque année une nouvelle mesure appelée Indicateur du développement humain. L'IDH est fondé sur une moyenne de 3 indicateurs, à savoir l'espérance de vie, le niveau d'alphabétisation des adultes et le niveau de revenu par tête. On peut se demander valablement, comme le docteur Marc Gentilini, le développement est-il simplement un manque de moyens techniques, de capitaux, de personnes qualifiées? Le développement est un processus qualitatif, irréversible qui ne peut s'observer que sur une très longue période. Ce terme est souvent confondu avec la croissance qui traduit une augmentation de la production et qui se mesure grâce au produit intérieur brut, PIB. On peut définir un processus de développement par la combinaison des changements touchant l'ensemble des structures économiques, sociales, culturelles et démographiques. De nombreux critères doivent donc évoluer simultanément. Le niveau de vie, mesuré par le PNB par habitant, la part de l'industrie et les services dans la production et dans la population active, les écarts de revenus, l'espérance de vie, le taux de mortalité infantile, le taux d'alphabétisation, le nombre d'étudiants, de chercheurs, etc. L'analyse de ces critères fait apparaître de fortes inégalités de développement dans le monde. Pour le Nobel de l'économie Amartya Sen, le développement est le processus d'expansion des vraies libertés, ou inversement l'élimination des entraves à la liberté, qu'il nomme joliment les unfreedom. Pour Alain Pellet, le développement et le sous-développement apparaissent comme des phénomènes évolutifs, liés l'un à l'autre et qui, dans une large mesure, s'expliquent l'un par l'autre. Pour Rudolf Hastram, le développement consiste en l'éradication de la pauvreté absolue, la satisfaction des besoins fondamentaux et l'intégration de toutes les couches sociales au processus de production et au processus de décision, le but final étant la libération de toute forme d'oppression ou d'exploitation et la redistribution des richesses et du pouvoir. Sekamitatu Masamba, cité par Alain Pellet,
définit le développement comme un processus dynamique et cumulatif de libération et de transformation des structures mentales, politiques, économiques, culturelles et sociales de tout groupe humain, selon des valeurs et un rythme qui lui sont propres. Pour Rodney Walter, le développement est un processus de progrès vers lequel tous les peuples sont engagés au cours de leur existence via le développement de structures sociales, la régulation des relations internes ou externes, l'amélioration de l'économie. Suivant la théorie de Walter Rostow, professeur au Massachusetts Institute of Technology, MIT, le décollage économique d'un pays obéit à des exigences qui ressemblent à des étapes. Pour qu'un pays se développe pleinement, il faut non seulement un contexte national de paix, mais il faut en plus mettre l'accent sur l'importance d'un contexte régional et international de paix, s'appuyer sur un capital national, développer chez les citoyens la culture de la lecture, l'esprit d'élévation et de compétition permanent. Le maintien de la paix est une condition préalable et indispensable à tout processus de développement. Pour confirmer cela, les spécialistes et les observateurs rappellent que les années de guerre civile ont toujours retardé considérablement le décollage économique à cause des distorsions provoquées sur les circuits économiques, des perturbations suscitées dans le comportement des humains et à cause de la réticence ou du découragement induit chez les investisseurs. A contrario, le sous-développement est la perversion de ce processus naturel qu'est le développement. Dans ce processus, l'épanouissement de la personne humaine en constitue la fin ultime. Pour l'historien Rodney Walter, c'est l'intrusion des Européens qui a entraîné le sous-développement en Afrique alors que l'Europe elle-même a continué son processus de développement. Si pendant longtemps, on a cru que seuls les pays du Sud étaient concernés par le développement, on s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui que tous les pays de la planète sont préoccupés de cette idée du développement. Il n'y a donc pas d'un côté des pays en voie de développement, et de l'autre des pays développés ou industrialisés. En réalité, il y a partout des zones développées et d'autres en voie de développement ou de marginalisation. D'où cette affirmation, nous sommes tous des pays en voie de développement. La question du développement, apparemment simple, est plutôt difficile et complexe, car tous les pays du monde sont en voie de développement, parce que l'homme est toujours à la recherche d'un bien-être amélioré, de plus de confort, de facilité et de stabilité. Mais lorsque l'on parle de développement, la tendance générale est de vouloir diviser le monde entre les pays développés qui sont au nord, et les pays en développement en voie de développement ou encore les pays sous-développés qui sont situés au sud. Dans cette division, on classe au nord les peuples qui vivent dans l'abondance et au sud ceux qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, dans la précarité. Les pays du nord sont souverains et maîtres de leur destin, tandis que ceux du sud sont faibles, vulnérables et dépendants des pays du nord. Vu sous cet angle, il est difficile de dire à l'homme de la rue qu'un pays comme la Suisse est en voie de développement, car la Suisse se développe chaque année. Il y a une autoroute entre Lausanne et Neuchâtel qui n'existait pas en 1983. La qualité des montres neuchâteloises s'améliore. Toujours en Suisse, en 1930, sur 1000 nouveau-nés, 51 mouraient au cours de la première année. En 1984, seulement 7,1. Les exemples peuvent être multipliés à l'infini pour démontrer que la Suisse, à l'instar des autres pays, se développe. Tout pays qui ne se développe pas régresse et tend à devenir à son tour un pays sous-développé. Donc, tous les pays du monde sont en voie de développement. En observant le développement des pays du tiers-monde, on découvre une grande disparité. D'un côté, il y a les nouveaux pays industrialisés NPI comme les 4 dragons d'Asie, Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, Taïwan, auxquels il faut ajouter le Brésil, le Mexique ou encore l'Inde. De l'autre, il y a le groupe des pays les moins avancés, PMA, qui n'ont pas connu le démarrage de l'industrialisation, take-off, et qui rassemble les pays au comble de la misère comme le Niger, l'Afghanistan, le Mali, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Tchad ou l'Éthiopie. Les pays en voie de développement PVD se divisent en plusieurs groupes. Les pays en voie de modernisation, Algérie, Pérou, etc., composés de pays qui, malgré certaines difficultés, ne sont pas menacés par la malnutrition ou par les épidémies, et les pays les moins avancés. Cette différence de situation montre qu'il n'existe pas un tiers-monde, mais des tiers-mondes. Pour parvenir à un développement harmonieux,
Il faut que le développement global ou national soit appuyé par un développement local appelé aussi développement par le bas, autodéveloppement, ou encore développement endogène. Le concept de développement par le bas est apparu au début des années 80 comme la voie de substitution face aux carences des politiques globales. Ce type de développement qui fait appel au slogan maoïste compter sur ses propres forces, met en avant le principe du self-help ou self-reliance, aide-toi toi-même. Toutefois, il faut éviter que le développement local devienne synonyme d'autarcie. Tout le monde admet aujourd'hui que le développement résulte d'une dialectique du local et du global, car il faut bien que les deux se complètent. Il est important de souligner le rôle indispensable du facteur humain, car pour qu'il y ait développement, il est nécessaire de mobiliser au préalable les populations concernées, c'est-à-dire les acteurs locaux qui doivent jouer un rôle de moteur. Il est désormais admis que le facteur humain serait, au nord comme au sud, une des clés de la croissance et donc du développement. De nombreuses études montrent que l'Afrique est marginalisée dans une économie de plus en plus globalisée, car le volume des flux économiques destinés à l'Afrique est très faible par rapport à ce que reçoivent d'autres régions en développement. L'Afrique ne représente que 2 à 3% des flux mondiaux. Beaucoup de pays restent dépendants de l'aide publique et ne fournissent pas les efforts nécessaires pour s'en sortir. En plus, il convient de noter que l'aide publique au développement est souvent envoyée aux mêmes pays. Par ailleurs, il est reconnu que jusqu'à ce jour la contribution de l'aide publique au développement est continuellement en baisse. Les pays riches sont de plus en plus égoïstes alors qu'ils refusent de retourner l'argent détourné par les chefs d'État qu'ils ont mis en place dans les pays du tiers-monde et qu'ils ont soutenu contre vent et marée. Le PNUD a constaté, dans son rapport mondial sur le développement humain 2003, l'échec de la communauté internationale concernant l'aide publique au développement, alors que les pays riches s'étaient engagés à porter l'APD à 0,7% de leur PNB lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 1970, cette aide n'a au contraire cessé de baisser de la fin de la guerre froide jusqu'en 2002, passant de 0,33 à 0,22% de leur PNB. Seuls 4 pays respectent l'objectif prévu, le Danemark, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas. Plus grave encore, alors que les pays développés s'étaient engagés, lors de la conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés, en 1981, à affecter 0,15% de leur PNB à l'aide publique au développement allouée aux pays les moins avancés, PMA, seuls 5 pays sur 20 ont respecté cet engagement lors des années 1990. Ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui sont les plus aidés, bien au contraire. Et la résurgence affichée des impératifs stratégiques et énergétiques depuis le 11 septembre 2001 renforce encore la tendance de l'Occident, États-Unis en tête, à privilégier les alliés sûrs et utiles, même dictatoriaux, plutôt que les pays pauvres. En 2004, le Forum économique mondial, basé à Washington, qui s'est donné pour but de suivre l'application du Millennium Project, les objectifs du millénaire, constate, dans son premier rapport sur la gouvernance mondiale, qu'aucune des promesses de la décennie des bons sentiments n'a été véritablement suivie des faits. Le refus de l'aide est une volonté délibérée des grandes puissances financières pour maintenir les pays du tiers-monde dans la dèche, afin de faciliter leur soumission et leur domination. L'aide publique au développement envoyée aux pays du tiers-monde est une astuce mise en place par les pays qui exploitent les minerais et les produits agricoles africains en les achetant à un vil prix. Ce que les pays riches appellent « aide » est en réalité une façon arrogante de redistribuer leurs surprofits issus du pillage des économies périphériques accompli de manière extrêmement et excessivement brutale. Ils acceptent de retourner aux pays producteurs une partie dérisoire de leurs gains, pour assurer leur survie, et pour éviter que les populations de ces pays se révoltent contre le système économique mondial très injuste à leur égard. L'aide publique au développement doit de ce fait être supprimée pour être remplacée par le commerce équitable car cette aide publique est une façon détournée de maintenir la domination et la colonisation moderne, en se moquant publiquement et sciemment des pays pauvres. Si les pays riches étaient vraiment sincères et honnêtes, pourquoi n'achètent-ils pas les matières premières à leur juste prix ? Pourquoi ne refusent-ils pas de s'engager dans le pillage des ressources naturelles des pays du tiers-monde en s'appuyant sur les chefs d'État qu'ils mettent en place, en recourant aux fraudes électorales et à défaut aux coups d'État ?
L'aide publique au développement entretient l'injustice au niveau planétaire, et elle ne permettra jamais aux pays du tiers-monde de se développer harmonieusement. Du reste, depuis son institution au début des années 1960, aucun pays pauvre d'Afrique ne s'est développé grâce à cette aide. Mais quelles sont les causes à l'origine de cette situation ? 1.2. Le développement procède en général du libre choix de chaque communauté. Le développement procède en général du libre choix de chaque communauté qui met à contribution les facultés d'imagination de ses créateurs, qui inventent pour répondre aux besoins spécifiques et intrinsèques des membres de la collectivité. Sur cette base, nous sommes enclins à considérer qu'en principe toutes les communautés humaines, sinon tous les États de la planète, disposent des mêmes atouts au développement. À chacun avec ses matières premières d'inventer selon ses besoins, ses propres ressources. Hélas, jusqu'à présent, les pays en développement demeurent subjugués par les variables que privilégie le modèle de développement dominant enseigné dans les écoles occidentales qui entretiennent méthodiquement, stratégiquement et astucieusement la dépendance des pays du tiers-monde. L'adage occidental officiel en la matière est le suivant : développez-vous comme nous. Suivez notre modèle. Et l'Afrique, comme une élève docile et stupide, suit l'Occident. Elle accepte tout, les bonnes théories et les mauvaises. Lorsque l'Occident pollue, l'Afrique pollue aussi. Comme les passagers d'un train, ceux qui occupent les voitures de tête arrivent avant ceux placés en queue du train mais, en cas de catastrophe, les uns et les autres meurent ensemble. Le développement d'une nation n'est rien d'autre, comme l'affirme le professeur Marc-Louis Ropivia, qu'une question de génie de la mise en valeur, c'est-à-dire la capacité de façonner ou de transformer les ressources disponibles en produits finis qui correspondent et répondent aux besoins du peuple. D'où cette autre réflexion : les ressources des uns ne peuvent être celles des autres et la technique des autres ne peut devenir la nôtre. Dans la lignée des idées reçues sur le développement, on a longtemps cru que les théories venues de l'extérieur contribueraient au développement des pays d'Afrique. L'expérience montre qu'elles ont toutes échoué, allant parfois jusqu'à retarder le développement de certains secteurs comme la production artisanale ou la médecine traditionnelle qui soulageaient la population avant l'introduction de la médecine occidentale. Une confusion maintes fois répétée et sciemment entretenue est à relever. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, elle a été appauvrie. En dehors du Moyen-Orient en matière de pétrole, l'Afrique est, en ce qui concerne la diversité, le continent le plus riche du monde en ressources naturelles, d'où la convoitise et le désir de la déstabiliser pour faciliter le pillage, mais paradoxalement il est le plus retardé. À l'heure actuelle et parce que la croissance économique est favorable aux pays riches et développés, mais pas aux pays pauvres, il faut réfléchir à une autre politique de développement en faveur des pauvres, car la logique du système économique mondial produit pour les riches sans penser aux besoins des pauvres. Si tous les pays du monde se mettent au même rythme de consommation que les pays riches du Nord, le monde ira inexorablement vers une catastrophe environnementale planétaire. Nous n'en sommes pas encore là grâce au mode de consommation des pays pauvres. Si une croissance économique rapide et durable est l'une des conditions du développement dans chaque pays, encourager une grande croissance économique au plan international revient à détruire et ou à réduire inévitablement l'environnement et l'espace de vie des gens. Comme la démocratie qui est faite par le peuple et pour le peuple, le développement doit être un effort du peuple, accompli par le peuple et pour le peuple. Il doit être centré sur les êtres humains et répondre à leurs besoins économiques et sociaux. Les êtres humains impliqués dans un processus de développement doivent être des individus qui choisissent librement ceux qui les gouvernent, et les dirigeants doivent être responsables de leurs actes devant le peuple. Toutes ces conditions sont-elles remplies dans les pays africains ? 1.3. Comment l'Europe occidentale contribua au sous-développement des pays du tiers-monde. Il est démontré dans les travaux des spécialistes de l'histoire économique que avant la révolution industrielle, disons jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le niveau de vie du futur tiers-monde et celui du futur monde développé étaient très voisins. Les historiens impartiaux ou objectifs admettent que toutes les régions du monde, y compris l'Afrique noire, se situaient à un niveau quasi égal de développement technique et économique. Jusqu'au XVIIe siècle, les techniques des grandes civilisations d'Asie étaient vues de l'Occident comme supérieures. Malgré la révolution industrielle occidentale,
l'écart dans le domaine technique entre l'Occident et l'Asie n'était pas encore important. Au XIXe siècle, Pemel notait le haut niveau technique de l'Inde dans le domaine textile et dans celui de la métallurgie. En tout cas, les spécialistes de l'histoire économique ont démontré qu'au début du Moyen Âge, les inventions des Arabes et des Chinois ont beaucoup profité à l'Occident. Ce dernier n'a renoué avec les acquis de la Grèce qu'à travers les Arabes. Les Arabes ont ajouté aux découvertes de la Chine, et l'Europe a perfectionné les découvertes de la Chine en matière de boussoles, d'imprimerie, de poudre à canon. Ce sont ces grandes découvertes qui ont permis à l'Europe de s'enrichir, d'accumuler et de préparer les voies de la technologie industrielle. Avec le développement de l'industrie technologique occidentale, en particulier, celui des armes à feu, l'Inde commença à accuser son retard et dès que le Royaume-Uni parvint à vaincre militairement l'Inde, l'avance de la technique indienne disparut. Puis, les marchandises made in England vinrent sur place concurrencer victorieusement l'article indigène. Donc, l'écart entre les deux mondes se creusa à partir de la révolution industrielle et le fossé se renforça au moment où les pays du tiers-monde tombèrent sous une domination coloniale dont les conséquences furent désastreuses pour eux sur le plan économique. Pillés, les pays du tiers-monde contribuèrent à consolider le développement des pays coloniaux déjà engagés dans la voie de l'industrialisation. L'écart se creusa davantage au XIXe siècle, en passant d'abord de 1 à 2 puis de 1 à 3. Vers 1950, il était déjà de 1 à 5,2 et en 1990, il est passé de 1 à 8,2. Depuis le temps où l'Europe occidentale contribua au sous-développement des pays du tiers-monde, l'homme noir occupe une place inférieure dans la société universelle. Cependant, certains journalistes occidentaux, pour faire croire que l'Occident ne colonise plus l'Afrique et n'exploite plus les hommes noirs ou il ne les domine plus, arguent sur les plateaux de télévision que les Noirs américains et les Africains n'ont plus aujourd'hui le droit de se plaindre parce qu'ils excellent dans pratiquement tous les domaines, en particulier en musique, en athlétisme, dans les sports, boxe, football, basketball, etc. Raisonner ainsi est synonyme de faire preuve d'ignorance, car depuis le pillage systématique de l'Afrique par la traite négrière, l'esclavage et la colonisation, les grandes fortunes sont entre les mains des familles occidentales les plus riches. Elles sont également détenues par les plus importantes firmes transnationales, qui ont leur siège social en Occident. Qui organisent les plus grands concerts de musique, les plus grandes compétitions sportives, athlétisme, boxe, les plus grands matchs de football, de basketball? Qui comptabilise l'argent pendant que les Noirs américains et les Africains se tapent sur le ring, crient devant le micro et gesticulent sur la scène? Qui imprime et diffuse les CD et les DVD des musiciens? Qui édite et publie les ouvrages des auteurs africains les plus vendus dans le monde? Qui encaisse l'argent des musiciens et des auteurs de livres? Où se trouvent les grandes maisons de disques? Qui fixe le taux de change? En politique, seuls les chefs d'État africains qui placent toute leur fortune en argent et en immeubles en Occident sont soutenus par des réseaux mafieux occidentaux. Ceux qui n'adoptent pas ce comportement sont combattus et assassinés avec la complicité des affidés des Occidentaux en Afrique. Le monde est dirigé par l'argent et par le contrôle des armes en circulation. L'a-t-on seulement compris? 2. Les facteurs externes du sous-développement. 2.1. Relire l'histoire du monde afin de la réécrire. L'Afrique est un continent très riche. Mais pourquoi l'Afrique ne se développe-t-elle pas? Comprendre les raisons de cette énigme revient à démonter le complot pièce par pièce. En effet, la pauvreté du continent africain s'inscrit dans la poursuite de l'idéologie esclavagiste, coloniale et néocoloniale. Une grande partie de l'élite occidentale pense qu'il est nécessaire de maintenir l'Afrique dans un état de grande pauvreté pour faciliter sa dépendance et le pillage systématique de ses ressources naturelles. Le concept de dépendance postule que l'avantage économique, culturel et politique des sociétés avancées du Nord détermine de façon quasiment mécanique la subordination à celle-ci des sociétés du Sud. De la sorte, ces dernières voient leur système de production aussi bien que leur mode de gouvernement régissent par l'influence imparable des pays riches qui les orientent en fonction de leurs nécessités propres. Dans ces conditions, leurs élites, et autres bourgeoisies nationales ou non, se trouvent en fait domestiquées par celles des nations industrialisées. De même,
Leurs agences étatiques se présentent de façon plus ou moins manifeste comme des courroies de transmission de la domination occidentale, quelle que soit par ailleurs leur forme institutionnelle qui peut être autoritaire ou faussement démocratique. Plusieurs auteurs ont analysé le paradigme de l'économie monde dans le cadre de la relation centre-périphérie, parmi lesquels on peut citer Immanuel Wallerstein et les théoriciens de la dépendance, notamment F.H. Cardoso pour l'Amérique latine et Samir Amin pour l'Afrique. Pour ces auteurs, la forme moderne de l'économie monde capitaliste, apparue au XVe siècle et consolidée au XVIIIe, instaure un mode de domination et des modalités d'exercice de la puissance qui deviennent essentiellement indirectes, parce que fondées sur la supériorité économique des pays du centre par rapport à ceux de la périphérie et non plus sur le recours préval à la force militaire. Ce système favorise la déliquescence totale de gouvernements croupions et presque vassaux dans ceux de la périphérie. Entre les deux se placent les pays de la semi-périphérie. Ceux-ci sont dotés d'un pouvoir ambitieux qui vise à l'accès à la puissance économique et par là, au centre du système mondial. Leur gouvernement volontariste revêt en général une forme autoritaire, cependant que leur force militaire leur permet de jouer le rôle de gendarme du système global vis-à-vis des zones attardées de la périphérie. Tel est le cas de la Prusse puis de la Russie au XVIIIe et XIXe siècle. Tel serait aujourd'hui celui du Brésil ou jusqu'en 1979 et la chute du Shah, de l'Iran. Toutefois, le centre opte pour une solution militaire en cas d'impasse dans ses relations avec la périphérie, en s'appuyant sur les pays gendarmes qui soutiennent aveuglément et sans faille les pays du centre. Tel a été le cas, en Afrique, du pouvoir du maréchal Mobutu au Zaïre jusqu'au début des années 1990 pour empêcher les pays d'Afrique centrale et australe de tomber dans le communisme, et tel est le cas du Rwanda dans la région des Grands Lacs depuis 1994 pour piller les ressources naturelles de la RD Congo convoitées par les grandes puissances occidentales. Ces pays gendarmes deviennent des outils dont se servent les pays du centre pour organiser la prédation et la domination des pays de la périphérie. 2.2. L'ignorance des mécanismes de production de la domination et de la pauvreté. Le malheur des Africains réside en grande partie non seulement dans l'ignorance des mécanismes de production de la domination et de la pauvreté, mais en plus dans les rapports de force déséquilibrés entre les États puissants et les États faibles. Si l'ignorance est liée au manque d'informations adéquates, les rapports de force déséquilibrés facilitent l'exploitation et la soumission des États africains militairement faibles et dépendants. Les cris d'alarme des gens qui disent ce qu'ils savent demeurent ignorés des grands décideurs africains et internationaux. Si de nombreux intellectuels africains sont devenus complaisants et complices, d'autres préfèrent se taire et collaborer avec le système tyrannique national ou international, même s'ils savent qu'il ne leur plaît guère et surtout parce qu'ils savent que celui qui entreprend un travail d'éveil de conscience est vite réduit au silence. Le pouvoir tyrannique a tendance à priver des moyens de subsistance tout intellectuel contestataire. Cette privation se fait généralement par le refus d'un travail décent, ce qui exclut l'intellectuel têtu, celui qui ose dire la vérité du marché du travail et conséquemment du marché économique. Sur cet aspect, le professeur Marc-Louis Ropivia a écrit: on peut comprendre pourquoi, grosso modo, dans l'ensemble des États africains, la médiocrité a remplacé l'excellence, que celle-ci soit devenue elle-même un facteur de nuisibilité sociale pour celui qui en a le mérite, et que la banalité a eu à prendre le pas sur l'exceptionnel. Il s'est agi depuis plus d'un quart de siècle, de la part de l'élite dirigeante et intellectuelle associée, de comportements tendant à juguler peu à peu la compétence, à étouffer toute forme de liberté d'expression. L'incompétence et la médiocrité sont partout le fruit de cette politique de nivellement par le bas, qui prend partout des dénominations nationales. Afin de mieux parachever la confiscation des structures de l'État postcolonial, les premières élites universitaires, devenues politiques, décrètent un deuxième slogan: l'État n'a pas besoin de docteurs. Dès lors, l'intellectuel africain authentique est condamné à ne plus rien prouver. La moindre velléité de compétence, d'excellence, recevra presque de l'ensemble de l'opinion nationale conditionnée, la réponse la plus triviale du genre: mais qu'est-ce qu'il veut prouver là encore? Et si jamais il s'avise de démontrer qu'il est capable de compétence, alors il est affublé de dangereux et dans ce cas, il porte atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
De tous les pôles actuels en développement du globe, l'Afrique noire et l'Amérique latine sont à peu près les seuls où la doctrine de la sécurité nationale repose essentiellement sur le fait que l'intellectuel est dangereux pour le développement de la nation, et que l'intelligentsia dans son ensemble est le grand ennemi intérieur qu'il faut éradiquer afin de donner à la nation la stabilité sociopolitique qui lui convient. Puisqu'il n'y a plus de guerre en Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre en ex-Yougoslavie étant une exception, les marchands d'armes vont chercher de nouveaux marchés dans les pays du tiers-monde pour vendre les armes démodées dont l'Occident n'a plus besoin. Dans beaucoup de pays d'Afrique, les dépenses militaires augmentent 2 fois plus vite que leur produit national brut. En 1975, Rudolf Hastram a écrit « On peut dire que les pays pauvres subventionnent l'armement des pays riches, car c'est grâce à leurs achats que les frais astronomiques de la recherche militaire peuvent être amortis sur les grandes séries. Les seules dépenses d'armement des pays industrialisés sont supérieures aux produits nationaux bruts de tous les pays d'Afrique et d'Asie réunis. » D'abord les programmes d'ajustement structurel et ensuite la mondialisation ont plongé davantage les plus pauvres des pauvres, dans une misère indescriptible. Ceux-ci vivent avec rien du tout, sinon avec moins d'$1 par jour. Les plans d'ajustement structurel pilotés par le FMI, qui ont pour finalité de redresser les comptes extérieurs d'un État sinistré, au moyen de politiques de stimulation des exportations, de délibération du marché des capitaux, de réduction des dépenses publiques, d'élargissement des taxes sur la consommation, soutiennent en définitive certains secteurs de l'économie nationale, notamment les banques et les grands exportateurs, mais ont des incidences négatives sur les couches défavorables. Celles-ci sont en effet les premières et les plus durablement touchées par les baisses de salaires et de transferts sociaux, ou par l'augmentation des impôts indirects que ces plans comportent la plupart du temps. À cause de la division internationale du travail, les pays pauvres ne sont pas touchés par les bénéfices de la mondialisation qui a sciemment écarté les Africains pour mieux les dominer. L'essentiel du commerce se fait en dehors de l'Afrique, entre les pays de la triade, Japon, Europe, États-Unis. Le nombre total de firmes transnationales, dans lesquelles sont enfouis et incrustés les intérêts des grandes puissances, augmente pendant que le nombre total de firmes à vocation nationale diminue dans chaque pays du Sud. Si hier ce sont les États puissants qui dominaient le monde, aujourd'hui ce sont les firmes privées transnationales ou transcontinentales qui dominent le monde. Quelques firmes multinationales sont plus riches que certains États pauvres du tiers-monde. La théorie d'accumulation à l'échelle mondiale montre que les transferts de valeur entre modes de production différents profitent plus au centre, c'est-à-dire aux pays du Nord, au détriment de la périphérie, c'est-à-dire aux pays du Sud, selon la logique de l'échange inégal. Depuis l'époque romaine, le centre s'est toujours développé en s'appuyant sur sa périphérie. De même qu'un centre urbain vit des ressources que lui fournit la périphérie campagnarde, de même les pays industrialisés se sont enrichis grâce au tiers-monde. C'est à travers les centres des pays du tiers-monde que les centres des pays riches continuent à exploiter les périphéries des pays du tiers-monde. Il y a donc communauté d'intérêts entre les centres des pays industrialisés et ceux du tiers-monde. Aujourd'hui, tous les systèmes de communication, le commerce, les sociétés multinationales, les échanges culturels établissent des liens entre les centres et négligent la périphérie. Cela entraîne une intégration transnationale et une désintégration nationale. Dans les milieux urbains, les fonctionnaires, les élites au pouvoir et les patrons du secteur privé préfèrent acheter des produits de luxe importés. En rechignant à consommer les produits locaux, ils participent à la paupérisation des Africains sans souvent s'en rendre compte. Pour gagner de l'argent, les télévisions nationales font plus la publicité des marques déposées d'origine étrangère que des produits locaux. Le cas du Coca-Cola est un exemple éloquent. Les Africains consomment cette boisson artificielle au détriment de leurs propres fruits tropicaux qui sont pourtant plus naturels, plus juteux et plus vitaminés. Avec leurs satellites, leurs agences de presse et leurs chaînes de télévision à vocation internationale, les pays occidentaux imposent leur culture aux pays du tiers-monde. Voice of Africa ou La Voix de l'Amérique, Radio France Internationale, RFI, TV5 Europe, BBC World Service, La Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, etc. ont des émissions de télévision et des programmes qui diffusent en direction de l'Afrique des modèles culturels occidentaux. En retour, il n'existe pas en Afrique des programmes en direction de l'Occident pour vendre positivement l'Afrique.
Aujourd'hui, les Africains ne consomment que les images négatives diffusées par les grandes agences de presse occidentales qui imposent astucieusement l'image de supériorité de l'Occident. La publicité aidant, les grandes compagnies transnationales vendent sans difficulté des biens de consommation qui ne correspondent pas aux besoins fondamentaux des Africains, comme c'est le cas avec le lait en poudre, les cigarettes, les bières importées, les produits de beauté qui brûlent les visages des femmes, etc. Au début des années 70, les États-Unis ont exporté en moyenne 150 000 heures d'émissions de télévision par an, dont plus des 3/4 vers les pays du tiers-monde. Au deuxième rang se trouve la Grande-Bretagne avec 20 à 30 000 heures d'émissions par an, suivie par la France avec 15 à 20 000 heures d'émissions. Ces émissions n'ont eu qu'un but caché, accentuer la dépendance des Africains. 2.3. Les programmes scolaires ne répondent pas prioritairement aux besoins des Africains. Pendant l'époque coloniale, les infrastructures éducatives répondaient aux desseins stratégiques des colons. Elles se réduisaient à l'imposition de la culture et des langues occidentales aux populations colonisées, afin d'assurer la prédominance du mode de pensée du colonisateur. Dans une irresponsabilité totale, les Français enseignaient par exemple aux enfants noirs que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Les Belges diffusaient l'album Tintin au Congo pour se moquer des Africains. Aujourd'hui, le système éducatif favorise plus les centres urbains que les zones rurales parce que la formation universitaire est plus orientée en fonction des besoins et des salaires des urbains que des ruraux, et parce que les gouvernements africains ont décidé de reproduire bêtement le système de formation des pays industrialisés où, grâce aux moyens de transport réguliers, la distance entre la campagne et la ville est moins grande. En Afrique, les urbains profitent plus de la formation des cadres que les campagnards qui ont envoyé leurs enfants en ville pour y parachever leurs études. Les économistes, les ingénieurs, les médecins, etc. choisissent de rester en ville après leur formation parce que c'est là qu'ils trouvent un emploi et ou une clientèle. Les universités africaines et les instituts supérieurs ne forment pas assez dans les domaines prioritaires comme l'agropastoral, l'artisanat, l'innovation, la prospection, l'hôtellerie, les métiers associés à la paysannerie, à l'habillement, à la gastronomie africaine, etc. Le manque d'une vision claire pour le futur a conduit les universités africaines à former des diplômés d'un haut niveau, sans leur offrir des perspectives d'emploi dans le court et le long terme. Cela a abouti à l'exode des cerveaux. Les pays occidentaux dépouillent l'Afrique des cadres pour lesquels ils n'ont investi aucun sou. L'exode des cerveaux est renforcé par l'attrait des modèles occidentaux sur les universitaires africains. En tout cas, pour l'historien guyanais Rodney Walter, l'innovation a été entravée en Afrique par la ponction de populations jeunes lors de l'esclavage et par l'importation de biens et de technologies occidentaux. Il affirme: la technologie occidentale avait fait d'énormes progrès, au moins partiellement financés par les profits tirés de l'esclavage. L'innovation africaine fut presque totalement éradiquée. Les travailleurs africains étaient sous-payés, exploités, surtaxés, volontairement sous-éduqués et mal éduqués par les colons. En plus, le système d'éducation coloniale, qui remplaçait les systèmes d'éducation africains, encourageait le sous-développement des ressources intellectuelles africaines en limitant les opportunités d'éducation de même que les niveaux d'éducation offerts. Bref, une forme d'impérialisme culturel. Pour démontrer que l'Europe coloniale n'apporta pas de grands changements ou des innovations en termes de développement, Rodney Walter résume ainsi la situation. Il est superficiel de dire que le colonialisme a modernisé l'Afrique. Et la preuve la plus convaincante en est que la vaste majorité des Africains sont entrés dans le colonialisme la houe à la main et en sont sortis la houe à la main. Les programmes scolaires sont, dans une très large mesure, dominés par les puissances occidentales. Il n'existe pas en Afrique de grandes maisons d'édition qui peuvent concurrencer les maisons occidentales en diffusant à grande échelle la culture africaine. 50 ans après la décolonisation, l'enseignement est toujours donné dans les langues étrangères, alors que les pays asiatiques qui avaient aussi été colonisés ont introduit les langues locales dans l'enseignement. Celles-ci cohabitent avec les langues étrangères. En revanche, en Afrique, les langues nationales sont infériorisées et méprisées par les élites nationales qui oublient que la langue a un impact économique, politique et géostratégique non négligeable. Elle joue un rôle prépondérant dans les échanges et dans les négociations.
Pour cette raison, la France s'emploie à promouvoir la francophonie principalement en Afrique parce que le français est une réelle source d'investissement pour la France. Que deviendrait Paris sans les maisons d'édition qui publient en français et qui exploitent les auteurs africains ? Hélas. Partout dans le continent, les publications en langue locale sont rares sinon inexistantes. 50 ans après la décolonisation, la colonisation culturelle demeure totale. Rudolf Hastram précise, tout comme les nombreux enseignants et le matériel scolaire fourni par les pays occidentaux, les émissions de télévision, contribuent à répandre les échelles de valeurs, les besoins et les modèles de consommation occidentaux, conditions indispensables pour maintenir la domination économique des grandes puissances ou des anciens colonisateurs et également celle des classes dirigeantes, qui défendent les mêmes intérêts que les dirigeants occidentaux. Ne s'entendent-ils pas, et ne se soutiennent-ils pas mutuellement ? 2.4. Les monnaies des États africains sont faibles. Pour avoir une monnaie forte, le pays doit beaucoup produire et beaucoup commercer mais en misant plus sur la qualité que sur la quantité. À cause de la faiblesse du niveau technologique et du manque d'innovation dans les pays africains, les prix des produits exportés sont faibles tandis que les prix des produits importés sont élevés. En effet, la qualité technique des produits assure un marché qui n'est pas entamé par les baisses de prix. Or, les produits d'origine africaine ne sont pas toujours compétitifs en matière de qualité technique. À la mauvaise qualité des produits s'ajoute la faiblesse du marché national et l'absence d'un réseau commercial efficace. Le pouvoir d'achat assez faible n'incite pas les nationaux à consommer plus. En définitive, ce sont les pays étrangers important des produits africains qui tirent plus de profit. Jean-Pierre Faugère explique, de manière très succincte, le fonctionnement de la monnaie nationale par rapport au système monétaire international. Le cours d'une monnaie se détermine sur le marché d'échange en fonction des offres et des demandes de devises. Celle-ci reflète les flux enregistrés dans la balance des paiements. En d'autres termes, la valeur de la monnaie dépend du jeu naturel du marché. Cela revient à dire que les autorités monétaires sont appelées à ne pas intervenir pour ne pas perturber le dit jeu naturel du marché. Une balance extérieure déficitaire fait baisser le cours de la monnaie, tandis que les excédents ont tendance à faire monter le cours des monnaies. Pour les monétaristes, ces variations de taux de change permettent un rétablissement de l'équilibre. Dans le cas de déficit, la baisse de la valeur de la monnaie rend les produits nationaux moins chers à l'étranger. Les exportations sont donc favorisées tandis que les produits nationaux ont tendance à devenir moins chers que les produits importés. L'augmentation des exportations et la diminution des importations entraînent ainsi un rétablissement de la balance commerciale et de la balance des paiements. En cas d'excédent, le mécanisme est bien entendu inverse. La valorisation de la monnaie entraîne un renchérissement des produits nationaux. Les exportations sont moins compétitives en termes de prix tandis que les importations, moins chères, se développent. La baisse des exportations et l'augmentation des importations assurent un rééquilibrage. En effet, le déficit entraîne une baisse du taux de change qui lui-même entraîne une baisse des prix nationaux. Devant cette situation, il y a deux tendances opposées. Une baisse des prix des exportations qui entraîne une hausse des volumes exportés et une hausse des prix des importations qui entraîne à son tour une baisse des volumes importés. En fin de compte, les deux tendances aboutissent à l'équilibre. Jean-Pierre Faugère propose différents schémas théoriques pour appuyer son argumentation. Celui du rééquilibrage du déficit est le suivant. L'augmentation des prix des importations exerce des effets inflationnistes, car cette augmentation entraîne des hausses de prix sur le marché national. Pour faire face, les entreprises doivent produire plus et ce mouvement entraîne une augmentation des coûts de production. Les prix des biens qui augmentent nécessitent une augmentation des revenus. Ces enchaînements ont pour conséquence une dépréciation de la monnaie, une inflation et un déficit extérieur. Parallèlement au précédent schéma, le déficit entraîne la dépréciation de la monnaie qui entraîne à son tour deux tendances opposées. D'une part, il y a une baisse des prix des exportations et une faible hausse des volumes exportés et d'autre part une hausse des prix des importations, d'où l'inflation qui conduit au déficit et un maintien des volumes importés. Les deux tendances, c'est-à-dire une faible hausse des volumes exportés et un maintien des volumes importés, sont à l'origine du déficit qui conduit à la dépréciation.
Le schéma théorique qui conduit à la dépréciation est le suivant. À l'inverse, les pays qui enregistrent des excédents commerciaux connaissent une appréciation de leur monnaie. Cette hausse de la valeur de la monnaie se traduit normalement au niveau des importations, par une baisse des prix et une augmentation des volumes, et au niveau des exportations par une hausse des prix et une baisse des volumes. Cette situation a pour conséquence des enchaînements d'appréciation du cours de la monnaie, d'excédents et de faible inflation. Le schéma théorique qui conduit à l'appréciation est le suivant. En résumé, le déficit conduit à la dépréciation de la monnaie tandis que l'excédent conduit à son appréciation. Pour que les monnaies africaines cessent d'être faibles, il est nécessaire de remplir quelques conditions préalables, entre autres l'amélioration de la qualité des produits, la transformation des matières premières en produits finis, la compétition sur les marchés internationaux en exportant plus et en important moins, la capacité de négocier et la construction d'un marché national, régional et continental dynamique. 2.5. La grande fluctuation de prix des matières premières. En 1965, Pierre Jallet a écrit ce qui suit dans son livre Le pillage du tiers-monde. Les prix de l'ensemble de ces marchandises étant fixés par les trusts internationaux en fonction de leurs seuls intérêts. Mais ce pillage n'est pas le seul. L'aide, surtout sous sa forme bilatérale et privée, entretient les rapports d'asservissement. La pauvreté des pays d'Afrique s'explique par la grande fluctuation de prix des matières premières sur le marché mondial, alors que les produits finis que les pays africains achètent à l'étranger sont caractérisés par une stabilité de prix. 50 ans après la décolonisation, certains pays ne parviennent pas à sortir de la monoculture qui les pénalise très fortement. Le cas du coton en Afrique de l'Ouest est bien connu. La fluctuation de prix à la baisse paralyse les pays producteurs et rend impossible la planification du développement. Il faut reconnaître que les pays colonisateurs avaient imposé à l'Afrique un rôle ingrat, celui de fournir des matières premières à l'Occident. Par cette imposition et par cette stratégie, l'Afrique a propulsé les pays occidentaux dans l'industrialisation. Aujourd'hui, parce que l'Afrique ne transforme presque rien en produits finis, elle ne s'inscrit pas dans l'histoire, sinon elle s'y inscrit négativement. Même les matières premières dont les prix sont bas et négociables sont commercialisées par les grandes firmes occidentales, elles circulent rarement dans les marchés africains. En revanche, les produits finis qui coûtent cher et dont les prix sont imposés par les fabricants sont vendus partout en Afrique. Les pays nantis y parviennent en organisant un complot contre les pauvres. Si le constat est établi, rien n'est entrepris pour changer cette situation. Les bourses sont installées dans des pays qui ne produisent pas de matières premières, Londres, New York, Paris, etc. Mais c'est depuis ces capitales que leurs prix sont fixés et imposés aux pays producteurs. Si les prix de ces matières premières sont régulièrement négociés par les pays acheteurs, les produits finis ont des prix affichés qui ne sont pas sujets à la négociation. Si l'on ne tient pas compte de la différence de productivité, les prix actuels des matières premières devraient être multipliés plusieurs fois. En 1973, le Suisse Rudolf Hastram a donné quelques exemples éloquents. Les recettes brutes des pays d'Amérique centrale producteurs de bananes correspondent à 6% du prix de détail, alors que les frais de mûrissage et la marge du détaillant représentent respectivement 19% et 32%. Au Ghana, les planteurs de cacao ne recevaient, entre 1970 et 1973, que 13% environ du prix du chocolat. Un petit nombre de firmes étrangères commercialisent les produits africains. Ces sociétés s'entendent souvent entre elles pour déterminer leur comportement sur le marché. Elles s'arrangent pour barrer l'accès au marché aux petits producteurs qui doivent passer par les filiales et les représentants de grandes compagnies. Ce qui précède montre que les paysans et les pays producteurs ne touchent qu'une part dérisoire du prix de vente des ressources naturelles qu'ils vendent aux pays étrangers et aux firmes transnationales. Les relations Nord-Sud montrent que le commerce entre les deux pôles est plus développé qu'entre les pays du Sud. En réalité, les termes des échanges Nord-Sud n'ont pas changé depuis l'époque coloniale. L'intégration des pays sous-développés dans l'économie mondiale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, à laquelle visent les politiques de stimulation du commerce et d'investissement ainsi qu'un certain type d'aide, est beaucoup plus un frein qu'un moteur du développement. Pour quelles raisons les pays africains n'intensifient-ils pas leur commerce avec leurs voisins ?
Les marchés régionaux ne sont pas dynamiques lorsqu'ils n'échouent pas, en raison des égoïsmes nationaux et des manœuvres des sociétés étrangères, ou encore, en ce qui concerne l'Union du Maghreb arabe, UMA, à cause des accords bilatéraux signés avec l'Union européenne. Pourtant, les publications de la CNUSED l'ont toujours démontré, le commerce entre les pays africains est économiquement plus avantageux car les frais de transport sont moindres et parce que les produits ne sont pas boycottés, comme ils peuvent l'être dans les pays développés, par les pays tiers du Sud qui ont à peu près le même niveau de développement technologique et parce que le commerce avec les pays voisins ou proches évite les surtaxes portuaires. Les difficultés du commerce à longue distance sont accentuées par une carence aiguë des flottes commerciales ou marchandes appartenant aux États africains. La flotte africaine est entièrement sous contrôle des armateurs des pays développés. Quant au commerce avec les pays étrangers et lointains, ce sont les produits finis qu'il faut privilégier parce qu'ils occupent moins de place dans les bateaux par rapport aux matières premières. 2.6. Les facteurs internes. 2.6.1. L'Afrique a perdu ses industries traditionnelles là où la Chine les a gardées et modernisées. En Afrique, le développement est devenu difficile parce que les compagnies étrangères ont une position de monopole dans les pays où elles se sont installées, et cette position ne permet nullement la concurrence. Les Africains paient ainsi des prix excessifs pour les produits qu'ils ne peuvent se procurer ailleurs. Les brevets, licences, procédés de fabrication, bref, toute la technologie fournie par les multinationales aux pays en voie de développement font l'objet de surfacturation. Aujourd'hui, la dépendance des pays africains est totale en matière de production technologique et cela freine leur développement. Ce degré de dépendance est tel que certains États africains, en l'occurrence les anciennes colonies françaises, sont obligés de recourir aux interventions budgétaires de la France ou des bailleurs de fonds internationaux pour trouver l'argent avec lequel ils paient les salaires des fonctionnaires de l'administration publique et des soldats de l'armée nationale. Les États étrangers et les bailleurs de fonds qui interviennent en Afrique n'hésitent pas à participer directement à la gestion des affaires intérieures dans chaque pays. Cette assistance renforce la dépendance et perturbe l'organisation et le fonctionnement de la nation, en bafouant sa souveraineté. La mainmise étrangère retarde le développement économique. Il est bien connu des historiens, des économistes, des sociologues et des politologues qui travaillent sur l'histoire économique du monde que l'enrichissement des pays du Nord provient d'un vol ou d'un pillage planétaire, séculaire et organisé, voire plus loin. En effet, si les pays du Nord n'avaient pas pillé et ensuite colonisé brutalement les pays du Sud riches en ressources naturelles, ils ne seraient jamais devenus aussi riches qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et dans cet élan frénétique à l'enrichissement rapide et illégal, les pays occidentaux n'ont ni accepté ni supporté la concurrence, surtout pas celle venue d'un pays du Sud. Aujourd'hui, certains États développés ressemblent aux sangsues parce qu'ils s'enrichissent aux dépens des pays du tiers-monde et ne peuvent pas vivre luxueusement sans piller les pays du Sud. Pour Jean Ziegler, les banques créancières du Nord agissent comme des sangsues. En réalité, l'Afrique n'est pas pauvre car sa nature possède toutes les ressources naturelles dont le monde entier a besoin, mais elle a été placée dans un état d'appauvrissement volontaire. Qui est donc responsable de la pauvreté en Afrique ? L'homme africain, la société à l'intérieur de la nation ou les grandes puissances et les firmes étrangères qui convoitent et exploitent les ressources naturelles et qui les achètent à vil prix ? Dans presque tous les pays, l'homme politique africain est devenu le bras droit de l'ancien colonisateur et celui-ci poursuit à travers celui-là ses ambitions coloniales afin de continuer à dépouiller l'Afrique de ses richesses. Les sociétés africaines revendiquent-elles assez leurs droits en s'opposant aux chefs d'État qui sont devenus des représentants attitrés de l'ancien colonisateur ? Ou en d'autres termes, que font-elles pour empêcher les hommes politiques d'agir dans le sens de leur seul désir et dans celui de leur maître ? Cette interrogation conduit à l'idée suivante. Les Africains sont pauvres parce qu'ils sont naïfs, parce qu'ils ne savent pas négocier, parce qu'ils acceptent de signer des contrats bidons qui les pénalisent et parce qu'ils ne se débarrassent pas de tous les représentants des puissances étrangères qui pillent les richesses du sol et du sous-sol. En réalité, ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de l'Occident mais c'est au contraire l'Occident qui a besoin de l'Afrique pour ses matières premières, afin de maintenir son rythme de développement. Il est donc permis de dire, comme l'avait affirmé ouvertement et sincèrement l'ancien président français, François Mitterrand,
que ce sont les pays pauvres qui financent les riches. À propos, Anne-Cécile Robert pose 2 questions essentielles dans son livre L'Afrique au secours de l'Occident. Et si c'était l'Occident et non l'Afrique qui avait besoin d'aide? Et si c'est au continent africain de venir au secours de l'Occident? En répondant par l'affirmative à ces 2 questions impertinentes, Anne-Cécile Robert s'oppose à la vision condescendante du livre de Stephen Smith, Négrologie. 2.6.2. Les principaux obstacles au développement des pays africains. Parmi les facteurs qui retardent le développement de l'Afrique, on a cité pêle-mêle les problèmes de crédibilité politique qui sont jugés exercer un probable effet dissuasif sur les investissements étrangers potentiels, le caractère défavorable et instable de la fiscalité, la lenteur des réformes du secteur public, en particulier le processus de privatisation et les lacunes de la protection de la propriété intellectuelle. D'autres analystes ont cité l'ampleur démesurée de la corruption, de la réglementation et du risque politique, ainsi que le manque d'attrait du climat commercial, les défaillances de la politique économique en tant que facteur détournant les flux dits de la région, la libéralisation timide des flux financiers considérés comme un facteur contribuant à la faible attraction macroéconomique de l'Afrique vis-à-vis des îles. Les conséquences du manque de développement ou du mauvais développement de l'Afrique sont nombreuses. Elles vont de la faiblesse des institutions, du système politique, de l'incompétence de certains dirigeants, de l'instabilité politique, du manque de moyens financiers, en passant par les politiques macroéconomiques inadaptées, l'insuffisance et le manque d'entretien régulier des infrastructures. Or, l'absence de bonnes infrastructures locales ralentit la croissance économique. 2.6.3. L'Afrique est géographiquement située loin des principaux centres financiers du monde. Plusieurs facteurs renforcent la marginalisation du continent africain. Non seulement il est situé géographiquement loin des principaux centres financiers du monde et des grands marchés, mais en plus il existe en Afrique un grand nombre de pays sans accès à la mer, sans grand marché intérieur à cause de la densité très faible de la population. Sur les 53 pays que compte l'Afrique, 31 pays ont une population inférieure ou égale à 10 millions d'habitants et dans plusieurs pays, cette population est même inférieure à 5 millions. La prédominance de petits pays est une des caractéristiques importantes héritées de l'histoire coloniale. À cause de l'éloignement des principaux centres financiers du monde, beaucoup d'Africains ordinaires, d'hommes d'affaires, d'hommes politiques voire beaucoup d'hommes instruits ignorent complètement les enjeux du monde et le fonctionnement ou les jongleries des grandes bourses. C'est encore à cause de cet éloignement que les prix des matières premières et des produits agricoles sont imposés aux producteurs. 3. Les causes historiques du sous-développement. Ceux qui n'oublient pas le passé sont maîtres de l'avenir. Simakian, historien chinois, 145 à 86 abv. J.C. Plusieurs causes anciennes expliquent le manque de développement sinon le retard qu'accuse le continent africain, parmi lesquelles des causes historiques qui trouvent leur origine dans les relations forcées de l'Afrique avec l'Orient et avec l'Occident. Ces causes structurelles peuvent évoluer et devenir conjoncturelles, et celles-ci peuvent également évoluer et devenir avec le temps des causes structurelles. 3.1. L'homme noir a été humilié et infériorisé au cours de l'histoire. À partir du XVe siècle, l'homme noir a été humilié et infériorisé. Il a été vendu sur le marché public comme une simple marchandise, comme on vend des cacahuètes. Pour préserver la mémoire collective sur le drame africain, Joseph Kizerbo a écrit « Après le génocide des Indiens, en Amérique latine, la traite a coûté la vie à des dizaines de millions d'Africains qui ont été arrachés à ce continent et expédiés dans des conditions atroces au-delà de l'océan. Aucune collectivité humaine n'a été plus infériorisée que les Noirs après le XVe siècle. On a commandé des esclaves noirs par millions, on a utilisé des Noirs comme des reproducteurs d'autres Noirs dans des haras pour reproduire d'autres petits Noirs pour le travail dans les plantations. Combien d'enfants africains a-t-on jetés par-dessus bord ou abandonnés dans les comptoirs, loin de leur mère qu'on emportait, parce qu'il aurait fallu trop de temps pour les nourrir avant qu'ils ne soient exploitables. On les achetait par tonnes. On amputait et dépeçait comme viande brute les rebelles dits nègres marrons. Pendant ce temps, les théologiens en Europe débattaient doctement la question de savoir si les Noirs avaient une âme. C'est une question que l'on n'a pas posée à propos d'autres groupes humains.
Tout cela est connu, personne ne peut le nier. La traite des Noirs fut le point de départ d'une décélération, d'un piétinement, d'un arrêt de l'histoire africaine. Si l'on ignore ce qui s'est passé au travers de la traite des Noirs, on ne comprend rien à l'Afrique. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un drame aussi traumatisant et aussi humiliant que la traite négrière qui a détruit la dignité de l'Africain. Pour la première fois, l'homme s'est mis à vendre son semblable à la place publique comme n'importe quelle marchandise ordinaire. Malgré toutes les souffrances endurées pendant la traite négrière, qui ont continué avec l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, l'Occident a toujours demandé aux Africains d'oublier leur passé douloureux, c'est-à-dire d'oublier tout le mal que l'Occident leur a fait, pendant que lui-même n'a jamais voulu oublier son propre passé. N'est-ce pas là une forme de complot entretenu contre l'Afrique ? En Occident, les livres d'histoire rappellent toujours les invasions des Vikings, la pénétration arabe au sud de l'Europe, les 2 guerres mondiales menées par l'Allemagne contre ses voisins européens, etc. Que deviendrait le cours d'histoire africaine si les Africains doivent supprimer dans les manuels toutes les pages des malheurs qu'ils ont subis de la part de l'Occident colonial ? 3.1.1 L'esclavage et la traite négrière ont duré plus de 3 siècles. L'esclavage et la traite négrière qui, pendant presque 3 siècles, ont vidé l'Afrique de ses enfants les plus solides, entraînèrent la perte de plusieurs millions d'Africains valides et causèrent un traumatisme profond dont les séquelles sont encore visibles dans le comportement de l'homme noir qui souffre du sentiment d'infériorité. Il est incontestable que la traite des Noirs fit subir aux sociétés africaines de profondes transformations. Toutes les assises sociales en furent ébranlées. Le climat de guerre permanent qu'elle engendra finit par enlever aux entités politiques toute dimension humaine. La guerre, devenue l'industrie la plus lucrative, condamnait les populations à vivre dans une atmosphère perpétuelle d'insécurité. La terreur, qui était pour ainsi dire quotidienne, pesait sur chaque destin individuel. Partout, c'était le déchaînement des forces du mal. Cette permanence de la violence ruina chez tous ceux qui s'y adonnaient tout sentiment de mesure ou de réserve. Depuis, la peur était devenue une des dimensions de l'âme africaine, Kizerbo. La guerre, qui fut le moyen le plus facile de se procurer partout des esclaves, perturba profondément l'organisation institutionnelle du continent. L'aristocratie dirigeante se mit à faire régulièrement la guerre et à chasser les hommes qui étaient devenus une marchandise ordinaire, esclaves à vendre, lui procurant l'argent avec lequel elle achetait les armes susceptibles d'assurer sa supériorité sur ses voisins et d'imposer son pouvoir sur ses sujets. Pendant quelques siècles, la traite négrière influença négativement le développement politique, démographique et économique du continent. Les vieux centres politiques du Soudan nigérien, du Tchad, du Congo, du Monomotapa entrèrent dans une décadence irrémédiable. Ne profitèrent de ces vastes déplacements de population que les régions côtières devenues grâce à la traite, les vrais pôles de l'activité économique. En considérant la traite dans son ensemble, il est important de savoir que, en étendant son rayon d'action à l'intérieur des terres, la traite avait fini par briser l'élan des sociétés sur la trajectoire de leur destin. Les relations entre le pouvoir central et les minorités d'une part, et les ethnies entre elles d'autre part se déroulaient sous le signe de la violence. Ces clivages sociaux étaient accentués par endroits par les discriminations. Les guerres avaient accumulé des rancœurs toujours prêtes à s'extérioriser en révoltes sanglantes à la première occasion. Dès lors, toutes ces entités étaient devenues des proies faciles pour les envahisseurs européens. À cette époque, les peuples du Nord exploitaient les esclaves africains de la même façon qu'ils exploitaient les matières premières. L'Afrique y perdit alors l'essentiel de sa substance, accumula les retards et se trouve aujourd'hui encore dans une situation d'économie de cueillette ou d'exploitation du secteur primaire. Les chefs traditionnels, armés de fusils remis par les marchands d'esclaves, organisaient des razzias pour attraper des esclaves qu'ils vendaient aux marchands blancs. Le commerce triangulaire, entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, battait son plein. Les chefs traditionnels facilitaient le pillage des richesses du continent, et ils se protégeaient contre la colère des masses populaires grâce aux armes qui leur étaient remises par leurs partenaires dans les crimes. Cette stratégie s'est poursuivie pendant toute la période coloniale. 3.1.2 La falsification volontaire de l'histoire africaine. La falsification volontaire de l'histoire africaine a commencé depuis longtemps,
et elle s'inscrit inévitablement dans l'ordre du complot. Depuis le XVIIIe siècle, l'Europe n'a pas enseigné l'histoire nègre dans les écoles coloniales ni dans les écoles occidentales. Pire, l'Europe a détruit ou elle a emporté chez elle tous les symboles emblématiques de l'art, de la culture et de la civilisation nègre afin que les Africains n'aient pas d'histoire, afin qu'ils soient en d'autres termes des peuples sans culture et sans passé significatif. N'est-ce pas là un complot, un crime contre l'Afrique qui mérite d'être publiquement dénoncé ? Avant les Occidentaux, les Arabes avaient fait pareil en Afrique. Mais s'ils achetaient les Noirs et les exportaient vers les pays asiatiques où ils servaient de domestiques et de travailleurs, les Arabes n'avaient pas pratiqué la traite négrière ni mis en place une colonisation structurée comparable à celle pratiquée par les Européens. La colonisation a poussé les nègres à se sous-estimer et à s'exclure de l'histoire universelle. À partir de cette époque, les Africains pensent le monde à travers les canons de la culture occidentale qui a sciemment falsifié l'histoire à son avantage. Beaucoup d'étudiants en histoire africaine lisent encore les livres d'histoire falsifiés écrits par les Européens, au lieu de lire les livres d'histoire africaine vrais, c'est-à-dire non falsifiés, rédigés par Cheikh Anta Diop et par d'autres Africains. Quel dommage! Pour le professeur belge Polycarpe Bébrisset, autodidacte, philosophe et homme de science, il n'existe point d'hommage suffisant pour honorer le Sénégalais Cheikh Anta Diop qui a rendu à l'Afrique noire la conscience de sa gloire passée. Par ses recherches, ses idées et ses publications, Cheikh Anta Diop a réveillé les masses africaines et la diaspora africaine. Il leur a fait comprendre que ce sont eux, les Africains, qui étaient les pharaons, les premiers bâtisseurs des États, écrivains, hommes de science et philosophes, et qui ont inventé toutes les belles choses. Et que les égyptologues européens, parfois sciemment, ont caché, modifié, démenti ces vérités que Cheikh Anta Diop nous a enfin rendues. 3.2. Avant la colonisation, l'Afrique était un continent dynamique. Personne parmi les chercheurs sérieux et honnêtes n'ignore qu'avant sa colonisation par l'Europe, l'Afrique noire développait ses propres institutions et pratiques scientifiques, monétaires, métallurgiques, urbaines, agricoles, minières, artisanales, marchandes qui n'avaient rien à envier à ce qui était en vigueur ailleurs dans le monde. Il existait en Afrique de nombreuses villes et villages prospères, avec des greniers bien pourvus, des marchés bien achalandés et une population nombreuse et en bonne santé. Les témoignages de nombreux voyageurs arabes de l'époque précoloniale qui parcouraient l'Afrique attestent cette vitalité, de même que les récits des premiers Européens à avoir pénétré en Afrique, dès le XVIe siècle avec les Portugais, mais aussi des Hollandais, Français, Allemands, Anglais à partir du XVIIe siècle. À cette époque, la différence la plus décisive en faveur des Européens fut d'ordre maritime et surtout militaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.